raconter des histoires comme ça, si vous voulez, après, comme ça, vous poserez les questions, mais pour raconter des histoires comme ça, donc moi, voilà, ça fait quelques années maintenant que je raconte des histoires. Mon public habituel, c'est beaucoup les jeunes enfants, très jeunes enfants, et puis le public, voilà, ou le public familial aussi, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on continue à faire des veillées où les gens viennent écouter des histoires en famille, puis ils boivent un chocolat chaud ou un verre ensemble, et puis voilà. Maintenant, comment ça se fait concrètement? C'est très simple. La technique, c'est toujours la même. C'est une technique basée sur l'imaginaire. Et là, dans l'imaginaire, il y a image. Parce que moi, j'ai besoin, pour raconter, d'avoir des images dans la tête. J'ai besoin de voir l'histoire. Et donc, ce que j'ai appris à faire, c'est quand je lis un livre, quand je lis une histoire, j'ai appris à essayer d'en faire quasiment le film dans ma tête. Et l'histoire se grave comme ça, comme un film que j'ai vu. Comme vous pouvez avoir, quand vous avez vu un film que vous avez aimé, vous en gardez le souvenir dans la tête. Et à partir de là, quand je raconte, c'est comme dérouler une pelote, vous voyez, j'arrive au début de l'histoire, puis après j'ai juste à avancer et à suivre le film de mon histoire. Le fil aussi de mon histoire d'ailleurs. Et donc, par exemple, l'histoire de l'argent de mon cochon, ces histoires-là, on en parlait l'histoire, j'ai même pas le texte, vous voyez, je sais même plus où je les ai rencontrés à un moment donné, je sais que je les ai rencontrés, dites, et puis voilà. La dernière fois que j'ai raconté l'histoire de l'argent de mon cochon, c'était il y a 4 ans, j'ai regardé hier, j'ai raconté il y a 4 ans à Montivilliers, c'est pour ça que dedans il y a Montivilliers, qui a épousé, tout ça, il y a autour, et puis je ne l'ai pas raconté derrière. Et là, quand je suis venu ici, je me suis dit, il faut que je fasse remonter l'histoire. C'est-à-dire, j'essaie de me souvenir de la manière dont cette histoire se passait, ce qu'il y avait dedans. Et je me suis simplement refait le film de l'histoire. Moi, je ne répète pas, puisque je me sentirais complètement ridicule, personnellement, à répéter comme peut le faire un acteur, parce que pour un acteur, c'est nécessaire. Le théâtre, le texte est appris, travaillé, mis en scène, et ainsi de suite. Moi, je me contente d'un travail complètement intérieur, de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Pour être sûr de ne pas me perdre, je garde en tête la première phrase de mon histoire, c'est-à-dire l'endroit duquel je vais partir, et globalement, où est-ce que je veux arriver. Et en gros, je sais que j'ai un chemin à parcourir entre cette première phrase et ma fin, et ce chemin, il peut prendre plein de chemins. Pour les autres histoires, c'est un peu différent. Les autres histoires, c'est... Donc, ce que je fais le plus, c'est des histoires africaines et des histoires d'Afrique du Nord. Parce que, en fait, je suis dans une compagnie où il y a des musiciens qui ont amené aussi des histoires et qui ont amené des habitudes. En fait, on a une compagnie où on fait beaucoup de contes qui se terminent en danse africaine. Donc, vous voyez, voilà. Et ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup d'histoires dans ce registre-là. Et je me suis dit ce matin, pour moi et pour l'exercice, ça va être drôle, et c'était la première fois que je les faisais comme ça, je vais ramener des histoires qui sont africaines, je les ai ramenées en Normandie, et juste, j'ai gardé la structure de l'histoire, mais je les ai réhabillées à la sauce normande. C'est comme cuisiner un plat. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes ingrédients, le même squelette pour l'histoire, et puis après on la rhabille. Et donc, l'histoire du rêve, l'histoire du P, par exemple, le P historique, normalement, c'est l'histoire d'Abou Hussein, qui est dans le désert, qui a des grands troupeaux de chameaux. Vous voyez, on est complètement loin de ça. Mais c'est marrant pour moi aussi, comme un musicien qui va se mettre à improviser, à faire ce qu'il veut, c'est marrant pour moi de prendre une histoire, puis de la torturer un petit peu, et de la ramener ailleurs. Alors là, tout ça, ça se passait devant vous, pendant que, d'ailleurs ça se voit, hein, quand on regarde, on voit qu'en même temps que je vous raconte, j'ai la tête qui compile très vite les choses pour savoir où est-ce que je vais aller et ce que je vais dire. Et après, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir l'habitude de parler à des gens. Parce que si en plus d'avoir la tête qui tourne pour essayer de trouver les histoires, pour trouver les mots, si en plus derrière j'ai la tête qui me dit ça va, tu te tiens bien, t'es pas ridicule, qu'est-ce qu'il pense de toi à ce moment-là, t'as pas l'air d'un guignol, machin, tu peux pas. Donc en fait, il faut arriver à se débarrasser complètement de ce qu'on appelle la conscience de soi, c'est-à-dire le fait que les autres vous regardent, et puis est-ce que ça me gêne ou pas. Moi, ça me gêne plus. J'ai l'habitude maintenant que les gens me regardent quand je raconte, et ça, j'ai réussi à m'en débarrasser complètement.
Donc je ne me pose même pas la question, je fais ce que je veux. Ce qui fait d'ailleurs que, je vous disais tout à l'heure, je suis très mauvais danseur, mais quand avec les deux percussionnistes qui dansent avec moi, je fais la danse africaine et je montre aux enfants comment en faire, même si je suis très mauvais danseur, j'ai absolument pas honte et j'assume tout à fait ce que je suis en train de faire. Et puis je peux me donner à fond dans la danse, sans que ça soit terrible, mais en tout cas moi je m'amuse et eux s'amusent avec moi. Et voilà à peu près comment ça se passe, comment globalement on fait les choses. Alors vous avez fait quelque chose de très très bien, c'est-à-dire que vous allez partir pour, je crois, beaucoup d'histoires qui ont été écrites, avec certainement des influences qui viennent de lecture, qui viennent d'idées, qui viennent de discussions. Et vous allez avoir un texte. Ce texte, la pire des choses à faire, ce serait de se dire, je vais l'apprendre, et je vais le réciter comme la cigale et la fourmi, comme le corbeau et le renard, enfin voilà, comme une fable, comme un texte, comme une poésie. Non, ce qu'il faut faire, c'est le prendre, le lire plusieurs fois, et après, accepter à un moment donné de dire, je dégage le texte, et j'essaie de me baser sur simplement ce que j'ai comme souvenir de ce texte-là. Et ce souvenir-là, il a laissé une petite empreinte, et c'est à partir de cette empreinte-là que je vais essayer de commencer à dire des choses. Alors moi, j'ai un exercice très très simple. Quand je le fais beaucoup en collège, ou même en lycée, ou voilà, dans d'autres groupes. Et puis, moi je suis prof à l'université, je le fais avec des étudiants aussi. Et il ne faut pas croire que plus ils sont grands, plus c'est facile. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile en primaire, voire en début de collège, que plus le public avec lequel je le fais vieillit, plus c'est difficile. Parce que justement, on est beaucoup plus conscient de soi. Quelle est l'image qu'on renvoie, je fais un exercice très simple, mais les gens en rond. Je fais 2 ronds comme ça, un rond intérieur, un rond extérieur. Les gens il y a le cercle extérieur, c'est le cercle de ceux qui parlent, que j'appelle les bouches. Le cercle intérieur, c'est le cercle des oreilles, ceux qui écoutent. On est d'abord oreilles, puis après on est bouche, et puis on inverse. Et donc, je raconte l'histoire une première fois avec mes mots neutres. Alors c'est l'histoire, machin, puis j'essaie une première fois. Puis après, une fois, à un moment donné, je passe au suivant, je recommence. Je redis l'histoire. Et si je la dis 5-6 fois, si je la fais dire au groupe, quel qu'il soit, 5-6 fois, je me rends compte que la première fois je galère, je cherche mes mots, je ne sais pas où je vais aller, je tourne un peu en rond. Et puis, au bout de 5, 6, 7 fois, eh bien les mots viennent plus simples, plus facilement, je commence à savoir ce que je vais dire, même je vais pouvoir prendre des libertés, essayer de faire des petites blagounettes, des petites choses un peu d'humour, où je vais être plus à l'aise. Et puis il y a des gens, il va leur falloir 10 fois pour arriver à commencer à se sentir plus à l'aise. Parce qu'ils vont se sentir toujours un petit peu regardés. Et vous voyez, typiquement, quand on est face à face, un à un, alors lui, il est tout seul à me regarder, moi je suis tout seul à parler devant lui, c'est 2 yeux seulement qui me regardent, c'est plus difficile que d'avoir 200 ou 250 personnes qui vont vous regarder, parce qu'en fait, ces yeux-là, je les vois. Et à un moment donné, voilà, alors je peux avoir en plus une différence quand je vais passer à des yeux féminins par rapport à moi qui suis homme, je vais avoir forcément l'image que peut-être je renvoie une image différente, ou voilà. Et puis une fois à un moment donné, j'arrive à dépasser ça, et puis mon histoire commence à couler plus facilement. Le but du jeu, c'est que justement ça coule, ça coule. Donc c'est dans la répétition qu'à un moment donné, vous allez trouver une sorte de fluidité, d'aisance. Ça prend du temps. Et voilà, mais surtout, votre pire ennemi, ce serait de se dire, il faut absolument que j'ai tout par cœur. Parce que si on est dans tout par cœur, le moment où on a une défaillance, c'est-à-dire le moment où on a un oubli, bah c'est la panique. On ne sait plus quoi dire. Parce qu'on a un trou. Et le trou, c'est l'absence, c'est le vide, c'est l'angoisse. C'est qu'est-ce que je dois dire, je ne sais plus, ça ne me revient pas. Alors que moi, ça ne m'arrive jamais le trou. Je ne peux pas avoir de trou puisque je n'ai pas de texte. Donc je sais que je vais juste défiler et envoyer les idées. Comme ça. Puis j'essaye de rebondir. Je vais vous donner des exemples d'erreurs que je fais moi, par exemple. Dans certaines histoires, j'oublie des trucs. À un moment donné, il faut prendre un objet, récupérer un truc qui va me servir plus loin dans l'histoire. Parfois, je l'oublie. Et à un moment donné, je raconte, merde, j'ai oublié ça. Mince, il faut que je retourne. Il faut que je trouve, en même temps que je suis en train de raconter, une idée pour que le personnage y récupère l'objet qu'il a oublié de prendre chez la grand-mère d'avant ou le truc. Ça veut dire que je suis en train de faire une gymnastique dans ma tête en même temps que je raconte pour arriver à récupérer l'objet magique, là, pour m'en servir un peu plus longtemps. Et c'est ça que j'aime, c'est le côté justement imprévu. Après, parfois, je vais dans des écoles, je suis en train de raconter, puis d'un seul coup,
la sonnerie qui se déclenche, puis ça commence à être le bazar dans les couloirs, ça s'agite. Soit je fais celui qui n'entend rien, mais je serais bien le seul à faire ça, puisque tout le monde a entendu et la sonnerie et ça bouge tout autour. Soit au contraire, je dis, bon bah j'essaye d'utiliser ce bruit-là et ce vacarme qui se passe autour dans mon histoire, et ça c'est une des possibilités du conteur, de se dire j'intègre des choses, je fais en fonction du public. Alors, par exemple, vous, qui êtes beaucoup plus grand que mon public habituel, je ne suis pas à un moment donné aller chercher quelqu'un pour l'amener sur la scène avec moi. Parce que, d'abord, je ne sais pas comment cette personne-là aurait réagi, et puis en plus, vous vous connaissez tous bien, vous êtes tous du même groupe. Je me dis, ça aurait peut-être été un peu glissant comme truc, parce que la personne aurait pu se sentir mal à l'aise, les autres auraient pu le trouver ou la trouver ridicule. Alors que quand c'est des jeunes, par exemple des jeunes enfants, 7-8 ans, au contraire, je vais aller chercher, je vais amener sur la scène, parce qu'eux, ils n'attendent que ça. Ils n'ont qu'une envie, c'est de venir à côté de moi et de raconter avec moi. Et typiquement, vous voyez, tout à l'heure, l'histoire du pari, j'aurais pris, par exemple, le petit homme, l'histoire vous voyez, l'homme qui a voilà, j'aurais mis un enfant devant moi, comme ça, puis je leur ai regardé, alors c'est toi qui organise des paris, puis l'enfant, il a arrêté. Et puis, parce que très vite, il rentre dans le jeu. Vous, c'est différent, parce que déjà, voilà, il faudrait qu'on se connaisse mieux pour se permettre ce genre de choses. Mais l'avantage dans le travail que vous allez faire avec Jocelyn, c'est que vous allez vous retrouver régulièrement, à un moment donné, vous allez vous sentir plus à l'aise, en étant passé par des exercices plus théâtrales, donc avec plus de situations de dialogue, d'échange, de construction collective, sur des textes qui vous rassurent, plus des trop comptés, où c'est plus spontané. À un moment donné, comme vous allez vous sentir à l'aise, vous allez pouvoir tout faire. Voilà un petit résumé du truc. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Vous voulez lancer? Vous n'avez pas de questions? Alors vous expliquez un peu comment vous faites vous. Parce que c'est le début, hein, vous disait Jocelyn, donc il y a encore du chemin à faire, c'est normal. Qu'est-ce qui est difficile encore pour vous? Hein? Se rappeler, tu vois, justement, c'est ce côté, je veux absolument me rappeler, alors que le souvenir, tu l'as. Si, c'est la même chose que tu vas au cinéma le samedi soir, puis le lendemain, tu vois une copine ou un copain, puis tu lui dis t'as fait quoi hier soir? Ah, je suis allé au cinéma. C'était bien? Ah ouais, c'était super. Et ça parlait de quoi? Et là, parfois, c'est un peu l'angoisse, parce que tu commences à essayer de raconter, puis tu te dis, bah, c'est bizarre, parce que ce que je raconte, ça ressemble pas vraiment au film que j'ai vu, mais t'essayes. Et c'est parce que raconter un film, c'est difficile, mais tu as toujours, toi, un souvenir. Une histoire, c'est l'avantage par rapport à un film, c'est que c'est une trame tout linéaire. Tu as une seule ligne, tu peux pas te tomber. Dans un film, tu as plein de personnages, ça va dans tous les sens. Donc, se rappeler, tu gardes juste le souvenir, tu n'essayes pas de te rappeler des mots précisément, tu vois. Parce que sinon c'est un peu dur. Tu n'as pas que ça à faire dans ta semaine. Justin, il a plein de temps pour bosser ses textes. Il les apprend, il les travaille, il les relit, il dit devant son miroir, il parle à une chaise, enfin, il fait. Mais c'est son boulot, il a que ça à faire, tu vois. Non, faut pas avoir l'angoisse du texte. C'est vrai que sinon. C'est vrai pour dire ce que tu dis, c'est difficile pour toi et difficile, je pense, pour d'autres personnes. C'est que vous n'ont pas tous une histoire écrite et déjà structurée. Par exemple, toi, tu as une histoire où, en fin de compte, les informations, tu les as prises de plusieurs documents, c'est ça? Donc, il y a plusieurs informations qui viennent de différentes sources. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, la difficulté, c'est de mettre ça un petit peu dans un ordre. Voilà. Ouais, ça va être le travail préparatoire qui va être un peu plus long. Ouais. Tu choisis ça. Je pense qu'une fois que tu vas avoir dépassé cette étape-là, qui va être certes un peu dure, tu vas être plus à l'aise. Ça va prendre du temps pour que tu sois en confiance sur l'histoire que tu vas raconter. Donc je te pose une question, après c'est à ta place. Elle, raconte ton prénom, Marie, elle doit travailler donc sur cette histoire-là. Ouais. Elle n'a pas encore choisi vraiment la structure. La structure, c'est de dire la suite des événements que tu vas raconter. Okay, bon. Elle doit le faire, elle doit choisir. En faisant ce choix-là, est-ce qu'il faut forcément qu'elle l'écrive ou est-ce qu'elle peut le faire dans sa tête sans écrire? Moi, je dirais, je pense que c'est encore peut-être un peu trop nouveau pour vous, pour ne pas l'écrire du tout. Je pense que ce qu'il faudrait écrire, c'est pas l'histoire intégrale, c'est justement ce que j'ai décrit alors le squelette, c'est-à-dire des grandes étapes. 1, qu'est-ce qui se passe, 2, qu'est-ce qui se passe, 3, comme tu vois, une liste de choses, comme la liste de courses un peu. Tu as fait
ça, puis elle fait ça, puis il fait ça. Il, elle, c'est ton personnage principal, puis il y arrive ci, puis il y arrive ça. Et si, globalement, en quelques phrases, tu vas trouver les marqueurs de ton histoire, la structure, c'est ton squelette, et après tu peux travailler à partir de ça. Je pense que c'est plus facile que de dire vraiment j'écris tout. Si j'écris tout, le piège, ça va être derrière, je veux tout apprendre. Parce que ça va me rassurer. Et je vois, moi, avec mes étudiants, par exemple, entre le moment où ils savent tout, le moment où ils arrivent devant les autres, ils perdent 20% de ce qu'ils savaient. C'est-à-dire qu'il y a un morceau, forcément, qui va tomber, parce qu'ils sont plus de stress, de trac, voilà. Et au moins, quand tu n'as pas cherché à apprendre tout, bah, tu as moins de risques d'en oublier. C'est vrai que pour nous, ce qui est doublement difficile, c'est que pour toi, comme pour d'autres, donc il y a cette recherche de la structure. Mais il y a aussi le fait que, même si le squelette s'appelle plan de conteneur, donc il y a une base comme ça de compte, mais il va falloir aussi faire du théâtre, une dimension théâtrale, de l'organisation dans l'espace, des relations avec les autres. Mise en scène. Une mise en scène. Et ce qui fait que du coup, dans le travail que pour l'instant on a commencé à faire, c'est qu'en même temps que la structure n'est pas tout à fait choisie et finie, vous faites aussi tout de suite, comme on l'a fait il y a à peu près 15 jours, je crois, un travail déjà théâtral sur quel personnage je suis, comment je le raconte, où est-ce que je me mets dans l'espace, quel est le rapport que j'ai avec le public, etc. Et ce qui fait qu'en même temps, le fait de choisir aussi ça, va influencer aussi la manière de structurer son récit. Surtout que vous êtes nombreux, donc plus on est nombreux sur scène, plus il y a de mouvements, plus on dépend des autres pour arriver à faire son intervention. Mais ça, là encore une fois, il faut avoir une trame bien construite, qui va où, quand, le lieu, le moment, le déplacement ou pas. Et puis, voilà, ça prend du temps. C'est sûr que c'est un projet ambitieux, ça prend du temps. Est-ce que vous sentez déjà que la phase justement de ce que j'expliquais tout à l'heure sur le dépassement du regard de l'autre, déjà vous l'avez dépassé ou pas ça? Non. Voilà. Alors ça c'est déjà une première chose. Mais je vais vous dire que ce dépassement-là, c'est un atout, c'est une qualité que vous allez garder pour la vie pour plein de choses. C'est moi je crois que j'en ai parlé avec Jocelyne la dernière fois. Je fais de la formation par exemple en formation continue. J'ai des adultes qui ont tout un tas de diplômes, qui viennent ici. Le seul truc qui manque, on peut avoir tous les diplômes du monde, le seul truc qui manque, c'est la capacité à se mettre devant quelqu'un, à parler de toi. C'est-à-dire que l'étape qu'ils n'ont jamais dépassée, c'est l'entretien d'embauche. Et bien l'entretien d'embauche, c'est le même jeu de rôle, c'est le même jeu que être capable de se mettre devant des gens et puis de raconter, de dire, de faire, voilà. Et quand vous aurez réussi ça, vous allez avoir une qualité qui va vous servir pour quantité de situations dans la vie, où à un moment donné, vous êtes à vous mettre devant des gens et se débarrasser du fait de dire qu'est-ce qu'ils pensent de moi, est-ce que ça va, est-ce que je suis bien coiffé, parce que on peut faire plein de choses d'un seul coup, je peux avoir ma chemise qui sort, mon col qui est à l'envers, machin. Mais si je commence à me prendre tout le temps la tête là-dessus, je n'avance plus, je ne fais plus rien. Je pense que à moi avant de penser à ce que je dois dire, ce que je dois faire. Donc, il faut réussir à évacuer. Et ça, c'est aussi le travail que vous allez devoir faire. C'est sûr. Mais pour revenir à ce que tu as dit, la chose importante aussi, c'est la répétition. C'est le fait de raconter l'histoire une fois, une deuxième fois, une troisième fois, à quelqu'un d'autre, à deux personnes, à trois personnes, à 10 personnes, d'une manière différente à chaque fois, de trouver le truc. Et après l'histoire, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand je le fais, j'ai l'impression que l'histoire après elle est en moi. Ah oui, c'est ça, elle est là. Tu sais que c'est là, quoi. Tu sais que ça va revenir quand on a besoin. Oui, tu te poses pas la question. Après, c'est sûr que c'est plus facile. À un moment donné, s'il y a plein de monde, vous ne poserez même plus la question. S'il y a énormément de monde, la foule impressionne. Mais si c'est plus de monde, c'est plus facile. Et moi, souvent, je fais l'exercice de raconter à 10, de raconter à 5, et après de raconter à une personne les yeux dans les yeux. Et là, c'est terrible. Et souvent, le retour des gens, c'est de dire le plus difficile, c'est de raconter à une personne les yeux dans les yeux. Parce que c'est déstabilisant. Parce qu'on sait que cette personne-là, justement, elle vous regarde. Souvent, c'est le retour que j'ai de ceux qui pratiquent l'exercice. c'est comme au théâtre, c'est pareil. Voilà. Parfois, c'est plus difficile de jouer devant 20 personnes qui sont juste à côté que de jouer dans une salle où il y a 300 personnes, mais on ne les voit pas vraiment. Moi, j'avais une question à poser aussi à Victor, parce que, en fait, vous, dans votre spectacle, vous
vous allez travailler, et bientôt, au mois de janvier, il va y avoir un musicien qui vient de Bretagne, qui va venir ici pendant 10 jours, pour prendre connaissance avec le projet, et aussi avec vous. Donc il va assister à 2 répétitions. Et lui, son travail, comme Victor l'a fait, c'est de savoir comment est-ce qu'il va accompagner vos récits, comment il va travailler avec vous, comment est-ce qu'il raconte les choses. Alors toi, Victor, comment tu vas faire? Là, très clairement, c'était de l'improvisation totale. Je n'avais pas du tout ni le script des histoires, ni le personnage, tout ça. Pourtant, on a un petit peu discuté là juste après, si on a amené à le refaire, peut-être que j'aurai les personnages, tout ça. Mais du coup, c'était hyper intéressant parce que moi, je suis un musicien classique de base, donc j'ai l'habitude d'avoir toujours une partition devant les yeux. Moi, pour le coup, c'est beaucoup de l'écrit et puis je restitue ce que j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Là, cet exercice-là est très différent et très intéressant pour ça. C'est que du coup, je suis obligé de m'adapter à ce que Michael va dire. Par exemple, s'il y a un tel personnage qui va arriver à tel moment, je ne vais pas jouer de la même façon que s'il est dans une phase, plutôt heureuse de l'histoire, je vais le jouer d'une façon plutôt joyeuse, un thème plutôt qui va sonner plutôt joyeux. S'il est dans une mauvaise posture, plutôt quelque chose de triste ou d'angoissant. Et essayer de retranscrire les émotions qui passent par le texte en musique en plus. Donc ça peut permettre, si c'est bien fait, d'accentuer justement le texte. Michael m'a demandé à moi, parce que la clarinette se marie plutôt bien avec le timbre de la voix. Donc voilà, c'est des choix qui sont faits comme ça. Ouais, c'est une possibilité. C'est un jeu parce que vous savez que Victor il regardait et il était avec un instrument à l'affût pour essayer de suivre le mouvement, c'est ça qui est sympa. Alors il faut déjà des musiciens d'un certain niveau musical pour être capable de faire ça justement, parce que sinon, quand on en est encore à la phase de déchiffrage, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le texte, c'est la même chose. Celui qui a toujours besoin d'avoir sa partition, il ne peut pas en même temps regarder, écouter, lire sa partition et puis voilà,